Salut à tous, bienvenue dans ce tout nouveau programme, The Diversity Society, un programme mensuel réalisé en collaboration avec Wominds. Présenté par Michel Juvillier et Élodie Dratler. Nous vous proposons de voir et d'écouter la voix de celles et ceux qui incluent la diversité dans la croissance de leurs entreprises. Un programme en français dans le son, international dans le ton. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Et ce mois-ci, notre thème est le suivant. L'innovation est-elle l'ennemi de la diversité ? Selon une étude publiée par Dell et l'Institut pour le futur, 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore. Quant à la diversité, elle apporterait 35% de croissance, selon une étude McKinsey. Or, 40% des salariés disent déjà avoir été victimes de discrimination en start-up, selon PwC France. Alors comment les entreprises jouent-elles le jeu de la diversité pour recruter de nouveaux profils, pour penser leurs produits et leurs organisations ? Afin d'échanger sur cette problématique et de comprendre les enjeux auxquels sont confrontés les dirigeants et dirigeantes, les DRH et marketeurs, nous posons 4 questions à nos invités. Que leur évoque ce thème d'innovation ennemie ou non de la diversité ? Quels sont les enjeux sociétaux et business autour du couple innovation et diversité ? Quels exemples démontrent que la diversité est booster d'innovation ? Et enfin, comment s'organise-t-elle pour faire évoluer la coopération entre innovation et diversité ? Pour en débattre, nous avons le plaisir de recevoir Stéphanie Gâteau de International Strategy SC, Daniel Yerso de Outremer Network et Patrick Gouillou-Beauchamp de Values Media. Pour parler de l'apport de la diversité dans les entreprises, mais pas que, aussi au niveau de la société et de l'enrichissement des uns et des autres à travers la composante des populations, les différences de pensée, les différences de genre, les différences également d'état physique, si on peut s'exprimer ainsi. Aujourd'hui, on va parler d'innovation et s'interroger sur le fait que l'innovation est un ennemi ou non de la diversité. Pour ça, nous avons avec Élodie le plaisir de recevoir 3 invités. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Bonjour Patrick. Bonjour. Et bonjour Daniel. Bonjour. Ensemble, nous allons donc parler de la diversité dans l'univers par le prisme de l'innovation. Et toute première question, que vous évoque le thème de l'innovation en tant qu'ennemi ou pas de la diversité, de ton point de vue, Stéphanie ? Alors, je vous remercie surtout pour avoir créé cette thématique et cette émission dont on a tant besoin à l'heure actuelle pour bien préciser les choses en termes d'innovation et de diversité. Alors, moi, j'ai un peu 3 casquettes différentes. La première, c'est que comme je dirige un cabinet de conseil en stratégie, en fait, on s'appuie sur les nouvelles technologies et donc sur l'innovation. Donc, pour nous, elle n'est absolument pas un ennemi. La deuxième chose, c'est qu'à l'international, la diversité, on est obligé de la prendre en considération et c'est ce qui fait grandir, c'est en même temps un enjeu, mais c'est ce qui permet de faire grandir les équipes et de diversifier les offres. Et puis la troisième casquette, elle est due, entre guillemets, à mon état, puisque je suis polyhandicapée. Donc effectivement, on voit bien qu'à l'heure actuelle, en termes d'innovation, le handicap, par exemple, peut être un levier de performance parce qu'il apporte des solutions nouvelles grâce à un angle nouveau. Donc moi, j'aurais plutôt tendance à dire dans un premier temps que les deux sont complémentaires et nécessaires à la croissance et à la performance d'une entreprise. Merci Stéphanie. Stéphanie, Patrick, à l'instant, vient de nous évoquer le handicap comme un potentiel levier de performance pour les entreprises, un levier de créativité également d'un point de vue technologique. De ton point de vue, le thème de l'innovation en tant qu'ennemi ou pas de la diversité, qu'est-ce que ça évoque chez toi ? Alors ça évoque premièrement une grosse interrogation. Comment on peut opposer 2 valeurs aussi importantes et comment on peut trouver une forme de logique ? Parce que forcément, pour moi, la diversité d'abord est une innovation, mais je trouve ça anormal que ça soit une innovation parce que ça devrait être tellement logique, tellement ancré. Et là, c'est là où on voit le gap énorme qu'il y a encore dans nos différentes entreprises. Donc moi, je m'interroge sur la pertinence, en fin de compte, d'opposer innovation et diversité, parce que je trouve que mais c'est peut-être ma vision un peu positive des choses, je viens en plus d'un milieu professionnel où, d'une manière générale, la diversité est plutôt un peu mieux représentée
toute catégorie mise à part, parce que bien évidemment on assiste toujours au même prisme avec des managers qui sont mieux représentés malheureusement chez les hommes que chez les femmes. Mais la diversité, c'est pas simplement que ça. Et en effet, il y a des notions de handicap, il y a des notions d'inclusion. Je dirais d'une manière générale comment on promeut l'égalité des chances pour faire en sorte que les gens soient mieux épanouis dans l'entreprise, de manière à ce qu'ils soient entre guillemets, plus performant pour l'entreprise. J'aime pas retenir non plus cette notion unique de performance. La performance, elle est avant tout sociale, humaine, et elle est liée à l'épanouissement de manière à ce que chacun se sente mieux pour être meilleur et faire en sorte que les gens montent tous plus haut. Voilà. Merci Patrick, tu viens d'évoquer le fait que les gens puissent monter plus haut et c'est justement le rôle de Daniel à travers le réseau Outremer Network que tu présides. Daniel a évoqué l'égalité des chances, c'est également une valeur qui est importante pour toi. Et quand on parle d'innovation en tant qu'ennemi ou non de la diversité, quelle est ton observation et qu'est-ce que tu peux voir au contact des différents entrepreneurs du monde de l'Outremer notamment ? Oui, je fais partie d'une voix des gens qui ont plutôt une voix atypique sur les sujets de diversité, puisqu'on a très tôt pris le prisme de dire que l'innovation et l'entrepreneuriat étaient un facteur de boost pour les entrepreneurs, quel que soit leur genre, quels que soient les milieux dans lesquels ils évoluent ou dont ils sont originaires. L'innovation a été pour nous un facteur de progrès et d'amélioration. C'est pour ça qu'on est devenu l'un des programmes de la Station F à Paris. On n'a pas dit on a un problème d'égalité des chances, on a dit voici les startups que nous accompagnons, voici leur secteur d'activité, voici notre track record. Je pense que cette thèse d'investissement ou cette thèse d'action vis-à-vis d'engagement vis-à-vis de ces entrepreneurs-là peut intéresser un bâtiment totem comme le vôtre. Et on nous a dit oui, on nous a laissé notre chance. Et donc je crois, ce que je m'évertue depuis des années à accompagner, à dire à nos jeunes générations, c'est que l'innovation permet au contraire d'effacer de plus en plus certaines barrières à l'entrée qui étaient compliquées. Et l'innovation n'est pas un ennemi de la diversité, bien au contraire, à des conditions très importantes. Je n'oppose jamais diversité et innovation. Par contre, je pousse la diversité sur les sujets d'excellence. Et l'excellence doit servir tous ces jeunes entrepreneurs, d'où qu'ils viennent, pour se mettre au service de l'innovation. Et il ne peut pas y avoir de facteur en dessous. Donc même si c'est un débat récurrent, notamment sur la French Tech, où tous les sujets, on voit bien qui sont les gens qui lèvent, qui sont les gens qui montent les meilleures startups, qui sont les gens qui sortent des meilleures écoles. Oui, mais le vrai sujet, c'est comment on s'empare tous. Aujourd'hui, l'innovation le permet, les barrières à l'entrée sont vraiment tombées, d'avoir un accès-site à ces outils numériques qui permettent à chacun de porter ses projets ou de rencontrer des copains, des copines qui, eux, ont monté des super boîtes et de s'en inspirer. Merci Daniel. C'est très intéressant. Je vais résumer un petit peu là ce que j'ai compris. D'abord, c'est quand même une question d'être soi. Moi, ce que j'entends là, à travers ce que tu disais, c'était que cette diversité, elle permet d'être soi et donc au meilleur de soi de performer. Donc, il y a des enjeux qui sont très importants, des enjeux sociétaux, des enjeux business. Comment est-ce que toi, tu les perçois? Comment tu les vois? Parce que pour le coup, je m'adresse aussi à la start-upeuse, à la créatrice d'un produit d'innovation. Comment est-ce que tu le vois finalement accélérer l'excellence, ce couple-là, diversité, innovation? Alors effectivement, si je prends l'exemple de la start-up que j'ai créée, qui s'appelle Andy Road, l'enjeu, c'était la mobilité, l'accessibilité, créer du lien social et de voir comment on peut compenser par les nouvelles technologies, par exemple, toutes les ruptures de déplacement. Donc, on voit par exemple que le terrain de jeu universel, malheureusement, il y a des obstacles, il y a des bâtiments qu'on ne pourra jamais mettre aux normes. Et comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là pour, alors à titre d'exemple, mais envoyer une alerte et dire « je suis en difficulté » au lieu de se dire « ça va être trop long pour mettre tous les immeubles aux normes, partout dans le monde c'est impossible ». Et pourtant, l'enjeu, c'est de se dire « je peux me promener en toute sécurité » et en toute liberté, donc sans être entravé plus que les autres, afin qu'on ne construise pas une société de privilèges en disant les gens mobiles, et puis de l'autre côté, les gens qui ne peuvent pas se déplacer correctement. Donc là, on voit bien, pour cet exemple concret, que grâce aux technologies, on peut, en plus à moindre coût, être agile, être réactif, puisqu'on peut compenser du coup quasiment en temps réel
ces absences de solutions en faisant appel. Alors nous, on a choisi de créer une communauté, ce qu'on appelle d'anges gardiens, qui permet, voilà, au lieu de composer 50 numéros, de lancer qu'une alerte et de se dire, la personne qui est dans le quartier, elle peut peut-être me dire, pareil, quel accès je dois passer, ou voilà, ou pendant le confinement. On a vu les nouvelles technologies aussi être au service d'eux, puisque tout le monde a été confiné, donc tout le monde ne pouvait pas avoir accès à son travail, faire ses courses, faire ses loisirs. Et donc, du coup, c'est vrai que Angie Road a passé un cap, puisque tout le monde a vu l'impact de la non-accessibilité et de l'absence de mobilité, et que effectivement, ne serait-ce qu'en créant rapidement des groupes d'entraide sur les réseaux, ça a permis à tout le monde de garder un lien. Donc, la diversité, du coup, si on prend cet exemple-là, elle permet effectivement l'innovation. On n'y aurait peut-être pas pensé si on n'avait pas eu cet enjeu à relever. Mais ça, c'est super important ce que tu dis, parce que ça vient aussi de ton expérience personnelle. Et en fait, c'est projeter l'expérience personnelle dans une justice sociale. Et c'est ça que ça permet de faire. Là, l'enjeu, il est sur la justice sociale. Je te pose la question. Du coup, évidemment, innovation, c'est un terme qui est assez large. Est-ce que pour toi, voilà, le couple innovation-business est cohérent? Et qu'est-ce que tu entends par l'innovation? Alors d'abord, moi, j'entends quelque chose de beaucoup plus large que le simple prisme technologique. Même si nous, je préside une agence média, donc en effet, dont les 3 piliers sont médias, technologie, data. Donc on va dire 2 piliers qui malheureusement font pas souvent preuve de beaucoup de diversité, et je pense notamment à l'aspect technologique et data. Et puis un pilier, en revanche, médias, qui là pour le coup, en tout cas, n'oppose pas de frein particulier à la diversité. Et je le vois bien dans mes équipes aujourd'hui, où il y a un équilibre à la fois par sexe, par genre, d'une manière générale, qui est très fort, et par origine aussi. Alors, c'est vrai qu'on a une dimension peut-être un peu particulière, parce qu'on est une agence média qui a été fondée par des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et c'est quand même un monde, entre guillemets, qui est plus attentiste ou attentif à ses valeurs, et surtout pas attentiste, mais beaucoup plus attentif à ses valeurs. Et nous, on s'appelle Values. Si on s'appelle Values, c'est justement parce qu'on essaye d'être très structuré et d'être très structurant par rapport aux valeurs que l'on défend. On est très impliqué dans la partie RSE, puisqu'on a été la première agence média labellisée Label Lucie. Donc, ce qui est pour moi, je pense qu'on hérite tous d'un modèle. Tu parlais tout à l'heure de ton modèle personnel. Moi, je parle d'un modèle, modèle de valeur qui a structuré notre entreprise. Je ne suis pas issu de minorité, je suis d'un milieu social plutôt, on va dire, favorisé en termes sociologiques. Mais ce qui est très important, c'est de pouvoir exprimer des modèles où derrière, on va pouvoir structurer les choses. J'ai le sentiment, je me trompe peut-être, mais par exemple que dans notre entreprise, le sujet de la diversité n'est pas un sujet, parce que, encore une fois, que ce soit en termes d'inclusion, en termes de genre, en termes d'origine, pour nous, c'est quelque part un non-sujet. Est-ce que c'est un enjeu business quand même? Est-ce qu'à travers moi, l'enjeu business, des équipes, encore une fois, des produits, par exemple? Non, pour moi, l'enjeu, c'est plutôt de faire en sorte que chacun se sente parfaitement épanoui. Parce que quelqu'un d'épanoui, quelle que soit son origine, quel que soit son genre, quel que soit son milieu social, quelqu'un d'épanoui dans l'expression de son travail va faire en sorte qu'il va être bien, il va le donner le meilleur de lui-même, et va permettre aussi de créer un lien dans l'entreprise. Donc c'est ça qu'on essaie de créer. Et venant d'économie sociale et solidaire, on a aussi la chance de pouvoir, et étant agence indépendante, on a aussi la chance de pouvoir choisir quelque part nos clients. On a beaucoup de clients de l'économie sociale et solidaire, beaucoup de mutuelles et coopératives. Mais c'est sûr que si tout d'un coup j'étais amené à travailler avec des gens dont j'avais le sentiment qu'ils n'étaient pas respectueux de l'amplification, de la diversification, du développement de toutes les formes de diversité, parce qu'il y en a beaucoup à prendre en compte, je leur dirais non. Et ça nous arrive de dire non à des clients parce qu'on estime qu'ils ne sont pas cohérents avec nos valeurs. Donc moi, tout mon quotidien est de structurer aussi l'épanouissement personnel pour être en cohérence avec notre projet professionnel d'entreprise.
Épanouissement personnel, incarnation, valeur. Ici, on a compris que ça venait de l'expérience. Au final, il faut que le patron décide. En gros, c'est incarné chez le patron. Comment est-ce que ça s'exprime chez toi, justement, ces enjeux-là de business? J'ai entendu que tu étais côté French Tech, innovation pure, Station F. Comment est-ce que ça se consolide? Comment est-ce que cet enjeu se met en forme pour des investisseurs, par exemple? Vraie question très compliquée. Il se trouve que nous, les originaires des Outre-mer, on porte ça en nous de manière très naturelle. On est à la fois sur des questions de territoire fragile, d'insularité, historiquement sur des sujets de diversité naturelle, ethnique, mais on porte aussi des sujets d'éloignement. Et donc la diversité, sujet de business, oui, parce que les boîtes qui ne réussissent pas à se faire reconnaître dans l'Hexagone pour plein de sujets, je rappelle que quand vous êtes à Lyon, c'est l'étranger pour Paris et le monde des Vici. Je rappelle que si vous êtes au fin fond de la Creuse et le Limousin, donc on a les mêmes problèmes d'éloignement par rapport au centre de décision, et ça n'a rien à voir avec la diversité, c'est un sujet de fonctionnement de la France. Mais quand vous êtes à 8 000, 9 000 km, vous comprenez bien qu'on peut parler d'égalité des chances autant qu'on veut. Les meilleurs, souvent, et c'est là on est en plein sur l'économie, comment on peut faire de la francophonie économique, vous avez des GAFA, vous avez des grosses puissances chinoises, américaines, qui, elles, comprennent la diversité, qui, elles, comprennent l'intérêt des Outre-mer, qui, elles, comprennent la projection sur cet espace qui est quand même le deuxième espace maritime au monde. Et donc, le lien que nous faisons très naturellement, y compris vis-à-vis des investisseurs, c'est pas grave, vous allez avoir des centaines, des dizaines, j'en suis le témoin régulièrement, de belles pépites qui vont passer sous pavillon étranger parce qu'elles n'ont pas été repérées, accéléré, financé. On a levé en 6 ans 25 millions d'euros sur nos startups. C'est extrêmement basique. C'est ce que font tous mes collègues de tous les programmes à côté en 1 an. Parce que l'outre-mer, c'est un peu compliqué, c'est loin. Et en même temps, la diversité, l'inclusion et l'innovation ont permis des rencontres formidables, comme avec M. Fontanet, qui anime une émission sur une chaîne, sur la même chaîne que la vôtre d'ailleurs, et avec qui on a pu vraiment former des milliers et des milliers d'entrepreneurs grâce à l'innovation, puisqu'il y a plus de 10 ans, on faisait déjà de la formation en visioconférence avec l'un des leaders de la visioconférence embarquée et sécurisée qui s'appelait G2J à l'époque. Voyez. Alors, merci Daniel d'avoir commencé à nous donner un certain nombre d'exemples concrets, puisque ça va être la partie que l'on va aborder maintenant, même si également, Stéphanie, tu nous as donné quelques exemples à travers ton vécu sur concrètement ce que la diversité, en quoi la diversité est booster d'innovation. J'ai compris également que dans cette diversité, ce qui était peut-être aussi plus important que le terme diversité de ce que tu as dit, Patrick, c'était également un épanouissement également des gens qui vivent au sein de l'entreprise, au sein d'une société, mais c'est également de la part de la gouvernance un engagement qui n'est pas toujours évident, pris, et un engagement qui n'est pas forcément pris de la part des investisseurs, par exemple. Quand tu évoquais tout à l'heure, Daniel, le montant d'investissement pour, par exemple, les startups ultramarins, on ne peut pas dire qu'il y a un engagement des investisseurs comparé aux investisseurs chinois ou américains pour un certain nombre de potentielles pépites. Tout ça pour dire quoi? Pour dire quels sont, ou en tout cas pour vous demander quels sont les exemples qui démontrent que la diversité est vraiment un booster d'innovation. Des exemples concrets. Alors moi, je voudrais revenir avant sur ce qui a été dit et partagé. On n'a pas parlé de chiffres particulièrement, mais j'en donnerai un basique. On parlait tout à l'heure du côté business. On sait à l'heure actuelle, même pour ceux qui n'en sont pas convaincus, que l'argument de la diversité, ça permet en moyenne 35% de plus de chiffre d'affaires simplement en s'ouvrant à la diversité. Donc je dirais que malheureusement, même si c'est pour une question économique et non pas d'éthique ou de valeur, on va dire que le b.a.-ba pour les entreprises, ça serait forcément quand même de s'y ouvrir régulièrement. La deuxième chose, c'est l'attractivité des talents. Les sociétés savent bien qu'à l'heure actuelle, si elles n'essayent pas de visibiliser, mais c'est aussi un risque, on va y venir, cette envie de représentativité, effectivement, elles vont faire fuir des talents potentiels. Donc pour elles, il y a vraiment un vrai enjeu à relever. Après, effectivement, il y a la pratique. Et alors là, ça devient très compliqué parce que nous, par exemple, au niveau du cabinet, on a fait une enquête depuis les 2 dernières années dans les entreprises dans lesquelles on a été promouvoir la bonne parole. Derrière, il n'y a eu aucune action.
Donc c'est quand même un gros paradoxe, c'est que plus on parle de diversité, ce qui devrait, sans exagérer, mais être une norme, puisqu'on est tous uniques et tous différents, donc on ne devrait même pas, en 2022, avoir à se poser la question. Et quand on se la pose, on voit bien que c'est de la communication positive, mais que derrière, c'est compliqué. Si on prend l'exemple des femmes, parce que je suis bien placée aussi pour en parler, et la tech, il n'y a que 3% des femmes qui réussissent, des fondatrices qui réussissent à lever des fonds. 97% des femmes dans la tech n'arrivent pas à lever de fonds. Donc Pour c'est les quand même entreprises 100%, tech. 100% dont les fondatrices sont 100% des Oui, femmes. tout à fait. Et quand c'est mix, c'est 8%. Ça reste, C'est une, ça. ça reste Mais, une catastrophe. mais ça reste juste Ça reste une aberrant catastrophe. et ça ne révolte personne. Moi, c'est ça qui m'interpelle, c'est qu'il n'y a pas de bouclier, il n'y a pas de levée de parole de qui que ce soit en disant stop, on va dans le mur. La deuxième chose, je vais prendre, excusez-moi, mais le handicap, on retourne de nouveau sur cet exemple de la tech. Physiquement et numériquement, il n'y a aucune accessibilité. Moi, quand j'arrive avec mon fauteuil, je ne vous dirai pas combien de fois j'ai fait demi-tour en abandonnant d'aller à un événement, soit parce que ce n'était pas sous-titré, il n'y avait pas la langue des signes, mon fauteuil ne passait pas dans les ascenseurs quand les bâtiments sont un peu anciens, etc. Donc, on parle de la French Tech, on n'a même pas un parcours labellisé en termes d'accessibilité pour dire chacun est le bienvenu. Pendant le confinement, et c'est là où je voudrais un peu tirer une alerte aussi, tout le monde a été à la même enseigne. Donc personne ne pouvait se déplacer. On a réussi à faire des visios, on a réussi à faire des événements en ligne. Moi, j'étais la plus heureuse du monde. J'avais pas besoin de me déplacer, tout allait bien pour moi. Le confinement se termine, on n'arrive même pas à faire des événements hybrides, alors qu'on aurait dû se dire on surélève et on transforme notre modèle, puisqu'on a bien vu que du coup, tout le monde était inclus dans la participation. Et on est revenu à l'ancien modèle. Donc en fait, de la crise, sur l'accessibilité, on n'a rien appris du tout. Et je finirai avec ce point-là, qui est fondamental également, et pour lequel on va dans le mur, c'est qu'à l'heure actuelle, on estime qu'il y a 240 types d'altérations à l'usage d'une solution numérique ou digitale. Aucun outil, et c'est l'objectif d'Andy Rhodes, c'est de relever ce défi, aucun outil ou solution qui sont créés au quotidien par les startups n'est 100% inclusif. En conception, en usage et... En commercialisation non, c'est pas du tout ce que en interface, pardon. interface. Il y a le design, je recommence, il y a la conception, le design et l'usage qui est fait. Ça peut être la motricité, ça peut être... je vais prendre l'exemple des podcasts. Ils ne sont pas sous-titrés, mais bientôt ils le seront. Parce que pour les gens comme moi, c'est un outil inaccessible. Et donc, c'est une information inaccessible. Donc forcément, ça a un impact. D'isolement. Donc, en exemple concret, si on ne change pas radicalement aujourd'hui les choses, on est en train, une fois de plus, de créer de la discrimination alors qu'on communique en disant on est dans la diversité. Ce qui n'est pas vrai du tout dans la pratique. Merci Stéphanie de nous avoir mis devant nous des chiffres qui sont assez criants, comme ces 3% des femmes qui lèvent des fonds, comme également cet exemple d'engagement qui est pris par les uns et les autres, par la contrainte, entre guillemets, comme on l'a vu pendant le confinement, pour utiliser des outils. Mais une fois que les contraintes sont levées, il n'y a plus d'engagement dans les faits pour inciter à l'inclusion. Donc, de ton côté, Patrick, est-ce que tu as des exemples qui démontrent que la diversité est un booster d'innovation ? Alors, nous, il y a exactement un an, on a beaucoup travaillé pour un de nos clients, en l'occurrence Salesforce, où justement toute la communication qu'on a portée pour eux, et qu'on a développée pour eux, a été justement sur des enjeux de diversité et d'inclusion tout particulièrement. Et donc l'idée, ça a été de faire un partenariat, par exemple, avec Tétu, et ils ont un think tank qui s'appelle Tétu Connect, de pouvoir mettre en avant, de faire parler des gens issus des communautés LGBT, et de manière à faire en sorte que justement ils expriment en quoi leur reconnaissance au sein de l'entreprise et l'expression de leur appartenance à cette communauté était importante et comment ils s'épanouissaient mieux. Et en fin de compte, on a eu
je dirais le maître mot de la communication de Salesforce cette année-là a été justement sur cette opération d'expression d'une valeur dit de manière avec énormément d'engagement, beaucoup plus que sur une communication publicitaire, et ça nous a beaucoup plus intéressé de faire ça, justement. Nous, au sein de Values, mon entreprise, ce qu'on essaye de faire justement, c'est de faire en sorte que chacun participe à nos engagements RSE, dont ceux de la diversité, de l'égalité des chances, de l'inclusion. Donc on a, dans le cadre de notre labellisation, on a réuni tout le monde. On a obligé à ce que ça soit l'affaire de chacun et de chacune, et pas simplement l'affaire de quelques-uns, pour se mobiliser autour de cette démarche. Et donc on a émis un certain nombre d'engagements, notamment on a repris par exemple ce principe de partenariat avec Tétu Connect, justement pour permettre à un meilleur épanouissement aux personnes qui venaient des communautés LGBT, mais faire aussi qu'il y ait un certain nombre d'engagements. Et moi je crois qu'il y a deux sujets qui sont absolument majeurs, qui sont l'accessibilité et surtout la formation. Comment on forme les gens pour leur permettre, parce que déjà ils ont souvent un parcours étudiant universitaire qui est très compliqué, parce qu'il ne faut pas se leurrer, la représentation au sein de la formation étudiante, et notamment on est, nous, dans des métiers où il y a beaucoup de profils d'écoles de commerce, souvent payantes, où là, la diversité n'est qu'un mot, de manière générale. Ouais. Donc derrière, comment on fait en sorte pour que, justement, on évite d'être dans un entre-soi où tout le monde vient des mêmes écoles, et faire en sorte qu'on va chercher, et on permette aussi de se faire identifier comme une filière pertinente pour des gens qui ne penseraient pas forcément à nous parce qu'ils n'ont malheureusement pas cette chance de pouvoir accéder à notre proposition, à notre offre. Donc, accessibilité, il y a des initiatives notamment d'aller récupérer des stagiaires via une association qui s'appelle Viens voir mon taf, où on va chercher des stagiaires d'écoles de troisième dans des zones très défavorisées scolairement, de manière à leur faire découvrir des univers métiers qu'ils n'auraient pas imaginés. Et puis à l'univers de la formation permanente pour nos salariés, faire en sorte que chacun ait le droit au même niveau de formation, au même niveau aussi, aux mêmes exigences et aux mêmes prétentions en termes de poste. Donc accessibilité, formation, c'est deux Formation métier, pardon. Formation métier, du coup. Formation métier, mais formation aussi... Ou formation à la diversité. C'était ma question. Les deux questions, les deux sujets. Donc formation, déjà, mise en place de baromètres, bien évidemment, pour voir non pas ce qu'on fait, mais comment c'est perçu de la part des salariés. Alors, ce que je retiens également à travers tes réponses, c'est l'affaire de chacun et de chacune. C'est donc un véritable engagement. Hein. Tu as répété ce mot-là à plusieurs reprises, et c'est bien effectivement de faire des incantations autour de la diversité, mais si dans les faits il ne se passe rien, bon, en réalité ce n'est que de la littérature ou une posture. Mais surtout en termes d'exemples concrets pour arriver justement à créer cette diversité et de faire que l'innovation soit booster que l'innovation soit booster de diversité, ou de la diversité booster d'innovation, c'est l'accessibilité, c'est la formation. Et de ton côté, justement, Daniel, quels sont les exemples concrets? On a parlé à l'instant de formation, d'accessibilité, mais toi, au sein d'Outre-mer Network, quels sont les exemples concrets que tu as pu observer et qui démontrent que la diversité est un booster d'innovation? Ouais, nous, ça fait très très longtemps que je suis super sceptique sur les sujets d'égalité des chances, diversité. Ça fait 20 ans que tout le monde signe des chartes, etc. Là, ça fait partie des échanges que j'ai avec Laurence Meignery de Citizen Capital, qui elle s'est engagée. Premier exemple du fonds Citizen Capital. Premier dossier qu'elle fait sur Paris, tout le monde l'attend avec le fusil. Elle décide d'investir dans G2J, tout le monde lui dit que c'est une erreur. Ça a été l'un de ses plus beaux exits. Deuxième dossier qu'elle refait derrière. C'était un dossier d'une entreprise ultramarine? Fonds d'investissement dirigé par un ultramarin, José-Jacques Gustave. Magnifique exit. Deuxième dossier qu'elle fait derrière, Trace TV, mondiale, société qui est en Outre-mer et maintenant siège en Afrique du Sud, qui est devenu le troisième média urbain. Et en fait, des sociétés comme ça, il y en a plein. Donc, je parierais, je reviendrai sur ce que vous avez dit, c'est en fait tout ça, c'est l'humain qui doit être au cœur de tout. Et nous, on a beaucoup plus avancé en dehors du milieu institutionnel avec des chefs d'entreprise. J'ai parlé de M. Fontanet tout à l'heure. Je peux citer Maud Bailly du groupe Accor. Elle, c'est très simple.
Elle nous a dit qu'une seule chose, je veux de l'exigence. On lui a présenté plein de startups. Elle nous en a référencé 2 pour le groupe Accor, pour toute l'Europe du Sud. De petits jeunes qui faisaient des trucs innovants, pas parce qu'elle voulait sa capsule diversité, mais parce que la solution était magnifique, les porteurs de projets avaient envie, ils étaient back-upés, et derrière, nous, on a ce devoir d'exigence de dire, attention, on vous donne une ouverture, il faut être performant, et même s'il faut être 3 fois plus performant que la moyenne, vous faites votre travail, et c'est comme ça qu'on crée cet élément de confiance pour permettre à d'autres de monter. Aujourd'hui, Bimersive, tout le monde parle du métaverse. Bimersive, aujourd'hui, crée des solutions pour un groupe magnifique comme L'Oréal. L'Oréal a été primé. Les gens ne savent pas forcément que ce sont des entrepreneurs qui sont issus de la diversité. J'ai presque envie de vous dire, on s'en moque, parce que les gens regardent la prestation de service, regardent la qualité et l'excellence de la start-up à qui vous donnez un contrat ou à qui vous faites remporter un appel à projet. Et le jour où massivement on arrive avec ce tiers de confiance, je regarde ce que fait Moussa, camarade et déterminé, c'est magnifique, c'est-à-dire qu'il faut impact social, où chez nous, la NHA et Aka, Didier Mandin et sa sœur font un travail magnifique pour emmener des millions de gens à devenir entrepreneurs et à se valoriser. Et puis, de l'autre côté, nous sommes des bâtisseurs de ponts, donc il faut une volonté de l'autre côté aussi, de la part de ces grands chefs d'entreprise, de dire à un moment, on fait des tests, on tend la main, on regarde si ça marche, et puis en marchant, je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir, même si la relation start-up grand compte est par nature complexe et compliquée, mais c'est en accélérant l'époque et en étant vraiment très très exigeant sur la qualité des boîtes qu'on accompagne, qu'on va faire avancer le sujet de la diversité par l'excellence et non pas par les institutionnels. Sinon, ça fait 20 ans que ça aurait déjà été réglé. Et si on ne le fait pas, ce sont d'autres pays étrangers qui vont s'en emparer. La fuite des cerveaux, ça existe partout. Patrick, tu veux rajouter quelque chose sur ce que Non, vient moi de dire je suis Daniel? tout à fait d'accord. Je dirais juste simplement que la diversité est un booster d'innovation sociale. Claire. En tout cas, on est tous d'accord sur ce point et on en arrive à notre dernière question et je laisse Élodie la poser. Je vous demanderai d'y répondre assez rapidement. Ce qui est très important, c'est quand même de s'organiser pour aboutir à une innovation sociale, de s'organiser pour faire de l'innovation product. Les deux sont extrêmement liés. Il y a une chose sur laquelle j'aimerais bien t'entendre sur cette organisation. Toi, tu dis qu'il faut quelque part compenser. Il faut être 3 fois plus, faut être très très exigeant. L'idée de cette compensation-là, tu la vois toi se traduire dans une organisation. Tu dois compenser pour organiser, pour réussir. Comment ça se passe? Alors, pour rebondir sur ce qu'a dit Daniel, déjà, il faut que ça commence, comme tout projet, par la tête. Si les dirigeants ne sont pas convaincus, s'ils ne sont pas inspirants, combien, à l'heure actuelle, on voit de dirigeants oser dire « je suis en situation de handicap » à ses employés. Donc ça, c'est tout simple, mais le jour où, on va dire, ce tabou sera un peu délivré, la parole sera un peu dite, déjà, les gens assumeront mieux leur diversité. Et ça, je pense que c'est important aussi qu'on puisse créer cet espace à l'authenticité, au fait d'être soi-même, parce que plus chacun sera soi-même, plus il apportera de solutions différentes. La deuxième chose, c'est tous les biais qui sont malheureusement créés dans les solutions et qui font que les solutions ne sont pas accessibles effectivement à tous. Donc c'est d'être vigilant, d'avoir effectivement des indicateurs et d'avoir aussi des formations en interne de sensibilisation sur les préjugés, par exemple. Ça, c'est des choses systématiquement qu'on peut mettre régulièrement dans tous les process d'innovation. Et puis enfin, effectivement, moi je suis absolument d'accord, l'innovation et la diversité à l'heure actuelle doivent être une évidence, on ne va pas dire une norme, mais doivent faire partie de tous les process stratégiques d'une entreprise du début à la fin. Voilà. On est quand même encore loin de la norme, et c'est ce pourquoi il faut des leaders comme vous et des visionnaires comme vous qui permettent d'incarner et le propos et la performance. Comment ça se passe chez toi d'un point de vue organisationnel, opérationnel? Alors, je voudrais juste rebondir sur ta question. Moi, j'aime pas le mot compensation. C'est comme la compensation carbone. Oui, mais je sais, obligé, 3 fois plus exigeant. Oui, mais l'exigence, c'est important. L'ambition d'exigence, c'est pas une compensation, c'est une ambition. Oui, mais si je peux me permettre, et je vais rejoindre, et je pense que Daniel et vous, mesdames aussi peut-être, en tous les cas, d'un point de vue éducation, je suis issu d'une famille ultramarine, originaire de la Guadeloupe et de la Martinique, et mes enfants, c'est très intéressant comme lapsus, mes parents
m'ont toujours dit tu devras faire 2 fois plus pour avoir peut-être 2 fois moins. Mais il faudra que... Et donc cette notion de compensation, elle est déjà inculquée chez les enfants. Et donc on doit composer avec cette réalité. Michel, je suis désolée, je veux bien aussi insister sur ce mot-là parce qu'il est important. Dans le domaine du handicap, la compensation, elle est vraiment nécessaire, qu'elle soit technique ou humaine, pour nous permettre, on va dire, de vivre avec le reste du monde. Donc, cette notion, en tout cas, elle est effectivement déterminante dans notre fonctionnement. Alors, vous avez tout à fait raison sur la trajectoire personnelle, mais là, je parlais d'un point de vue de trajectoire d'entreprise. Je n'aime pas la notion de compensation, c'est comme la compensation carbone. C'est OK, on a un mauvais impact, mais on se rachète une bonne conduite parce qu'on va compenser en faisant des actions complémentaires, j'allais dire, de bonne pensée. Non, soyons vertueux dès le départ. Structurons des trajectoires en termes d'entreprise, parce que là, on parle au niveau de l'entreprise. Et je ne parle pas au niveau de l'individuel, parce que j'entends tout ce que vous dites et bien évidemment, je suis d'accord avec vous. Mais en tant qu'entrepreneur, structurons des démarches qui permettent aux gens issus de la diversité non seulement d'arriver dans les postes dans lesquels ils doivent arriver, mais également de s'épanouir parfaitement. Et donc, petite question du coup sur le fait d'arriver, non-discrimination à l'embauche, comment ça se passe chez vous, chez Values? Alors, je suis très positif et peut-être qu'on peut penser que je suis naïf, mais c'est tellement pas un sujet en fait. J'ai des salariés issus, des collaborateurs issus de tous les genres, de toutes les origines, à des niveaux de direction. C'est important, puisque c'est souvent le problème de la gouvernance des entreprises, la diversité, que ce soit pour les femmes ou ethniques, est très compliquée. Je prends juste le patron de mon service, de mon pôle social média est issu du Bénin, son numéro 2 est issu d'Afrique du Nord. Enfin, je veux pas, c'est pas l'idée, c'est pas de distribuer des bons points, ce genre de choses, mais c'est tellement pas un sujet. Il y a des postes de direction qui sont occupés sur des pôles par des femmes et on a fait un index, alors qu'on n'y était pas tenu compte tenu de la taille de notre entreprise, qui montre que justement il n'y a pas de différenciation aussi d'un point de vue salarial entre les femmes et les hommes en termes d'innovation, en termes de capacité, enfin sur les différents items. Donc en fait, c'est malheureux de dire ça, c'est pas vraiment un sujet parce que ça me semble tellement évident. Ça doit tellement guider la trajectoire de nos entreprises. C'est tellement riche en termes de performance humaine et donc de performance d'entreprise à la fin que, encore une fois, moi, j'essaie toujours d'éviter l'entre-soi. Et faisons en sorte d'éviter l'entre-soi de manière à aller chercher des origines. On est une agence, par exemple, aussi, où on est allé chercher des profils de collaborateurs qui ne sont pas issus d'autres agences médias, parce qu'on a tous le sentiment de... Oui. Et tout d'un coup, la richesse de voir arriver, et vous en connaissez certains d'entre eux, d'arriver avec des profils différents, qui tout d'un coup vont réfléchir différemment à un sujet, à un problème, à un enjeu, à une problématique. Donc, encore une fois, pardon, ma vision est peut-être trop positive et peut-être qu'en tout cas, je dirige une petite entreprise. On est une 60aine de collaborateurs, c'est pas gros. Bien évidemment, quand on est sur des très gros groupes ou avec des milieux issus justement des startups qui baignent dans la tech avec des logiques de fond, on n'a peut-être pas du tout les mêmes logiques. Mais voilà, soyons positifs. Sur les logiques de performance, en tout cas, ça c'est propre au sujet et des startups et des fonds et de la rentabilité et des exits, t'en parlais. Donc évidemment qu'elle est très intéressante, cette diversité. Tu disais tout à l'heure 35% de performance globale en plus. Sur l'image, c'est 58% de traction. Néanmoins, les fonds, en tout cas, qui s'intéressent à des startups qui se sont organisées parce qu'elles portent en elles, en leur sein, la diversité, c'est 4% des fonds qui sont alloués. Donc autant dire que c'est quand même très très peu. Comment est-ce que toi, chez toi, ça se transpire, ça s'organise? Comment est-ce que ça marche? Et en dehors de la partie surperformance, exigence, j'ai bien compris qu'il y avait cette partie-là. Comment est-ce que ça s'organise aujourd'hui? Tu identifies? Comment est-ce que ça se structure? Oui, tout à fait. Les fonds font ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire qu'ils sont là pour investir dans des projets, des pépites et faire des belles sorties demain. Donc, on n'est pas un monde anglo-saxon pour lesquels il y a des poches financières adaptées à certaines typologies ou certaines segmentations de la société. Donc, notre travail primaire, c'est d'amener plutôt
ces entrepreneurs à arriver à être en capacité de discuter avec des fonds. Donc depuis des années, on a mis en place des incentives avec BPI France, avec des gros fonds d'investissement. Aujourd'hui, on a Euraseo comme partenaire, qui permettent justement de créer cette rencontre, à la fois pour démythifier l'approche vis-à-vis d'un investisseur, ce que l'investisseur attend, et de l'autre côté, de permettre de dire aux startups, voilà le niveau auquel vous devez commencer à réfléchir pour discuter avec un fonds. Est-ce que c'est les mêmes KPI? C'est ça que je veux savoir. Est-ce qu'on demande en termes organisationnels la même chose? Alors, en niveau organisationnel, absolument pas. Nous, on est en mission. C'est-à-dire que, vous imaginez, j'ai des startups qui viennent de tous les Outre-mer. Rien que pour travailler ensemble à 8000, 9000 km, c'est un travail de fond avec les technopoles, avec les French Tech, avec tous les écosystèmes, repérer les meilleurs, travailler vraiment, c'est un travail de fourmi pour se dire, même avec les 10 que vous avez repérés depuis 2 ans, peut-être qu'il y a un dossier qui éventuellement va être fait. Et donc quand je dis que voilà, on a eu un bel événement, je dois faire 6 millions pour l'année prochaine de levée, ça c'est un travail de fourmi organisationnel, mais qui se renforce au fur et à mesure. L'importance des rôles modèles y joue. Vous voyez, on a mis en avant Thierry Déaut, nous, cette année, président de Meridiam, un énorme fonds d'investissement mondial, présidé par quelqu'un qui, on s'en fout qu'il soit de la diversité. En fait, les actions de Meridiam parlent d'elles-mêmes dans le monde entier. Karima Sylven, qui est DRH monde du groupe AXA, quand elle vient coacher nos startups, elle ne vient pas au nom de la diversité, mais ce qu'elle porte en elle-même fait que tout le monde est obligé de se mettre au niveau, pas parce qu'elle est de la diversité, mais parce que les femmes chez nous se disent, mais si elle a réussi à être là, il faut que j'arrête de pleurnicher sur, il faut que je me mette vraiment au travail. Et en fait, vous avez un effet d'entraînement positif par le haut. Et quand vous avez des gens comme Maud Bailly qui vous accordent, alors qu'elle n'a pas de temps, 10 minutes de son temps, il faut en profiter. Et donc, l'émulation tirée vers le haut des réseaux, moi j'y crois beaucoup. Et puis, les réseaux n'ont qu'à travailler et généralement, il y a un peu de résultats. Donc, même si on n'est pas dans un monde anglo-saxon avec des poches dédiées, on arrive quand même à avoir des thèses d'investissement qui aujourd'hui s'intéressent sur les must-have aujourd'hui qui correspondent en plus au sujet des Outre-mer, hors bleu, hors vert. On n'a jamais autant parlé de biodiversité, on n'a jamais autant parlé des problèmes de santé et de sécurité. Et je pense que dans les 30 ans à venir, ça va être encore plus, et donc la place sera bien sûr pour des startups atypiques. Eh bien, merci Daniel, merci Patrick, merci Stéphanie, merci d'avoir été la marraine et les parrains de ce premier numéro de The Diversity Society. C'était un plaisir également d'être accompagné par Élodie, et c'est la première fois que nous faisons cet exercice à deux, et nous espérons que ce ne sera pas le dernier, mais en tous les cas, merci de nous avoir créé cette émulation, justement, de nous avoir incité à s'engager pour permettre pour faire en sorte que l'innovation soit booster de diversité, et puis que la diversité aussi soit booster d'innovation. Je te laisse le mot de la fin. Pour finir, moi, ce que j'ai entendu, c'est que rien ne se fait sans la volonté de l'homme, et des femmes. Donc voilà, tout part de là, tout part de l'envie, du désir, de l'incarnation, des valeurs. Et ensuite, on trouve les moyens d'y arriver. On ne peut pas dire qu'on n'y arrivera pas si on ne s'y met pas tous ensemble. Voilà, merci beaucoup pour cette première The Diversity Society. On vous dit à très vite et belle route pour vos projets. Merci. Au revoir. Au revoir. Ainsi s'achève ce débat autour de la diversité et de l'innovation. Merci à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.